enregistrement. Voilà, donc première question, encore une fois, bienvenue à tous. Valérie, on commence par toi. J'ai parlé rapidement de ce livre que tu as écrit après le décès de ton papa. Est-ce que tu peux nous dire un peu dans quelles circonstances et pourquoi? Alors, merci Rémi. En 2014, quand mon père est décédé, il y a eu plein de phénomènes, je dirais, un peu exceptionnels autour de sa mort. Vision des mourants, juste avant sa mort, hein, c'est-à-dire qu'il a vu sa mère décédée 25 ans auparavant venir le chercher, alors que mon père n'était pas du tout ouvert à ces sujets. Donc ça l'a un peu affolé. Et on en a discuté. Moi, je connaissais un peu le phénomène. Et c'est comme ça qu'on a parlé de la mort, on a parlé de ce que pouvait être l'au-delà, de ce que racontaient les expérienceurs de mort imminente. Et quand il est décédé, j'ai reçu plein de signes de lui. Voilà, ça a duré, les plus gros, essentiellement, ça a été pendant la première étape de 3 jours et demi. Et je ne connaissais pas ces phénomènes de signes. Et j'ai commencé à mener une enquête, notamment auprès de scientifiques. Et c'est comme ça que je me suis aperçue qu'il y avait tout un courant de scientifiques qui étaient convaincus qu'il y avait une vie après la mort, qu'il y avait une partie de nous, énergétique, notre conscient, puisque les scientifiques ont tendance à utiliser les mots conscience. Moi, je préfère le mot âme. Qu'il y avait une partie énergétique qui continuait à vivre après la mort. Et moi, mon père, avec tous les signes que j'ai eus, parce que maintenant, ça fait 8 ans, je suis convaincue également. Et c'est pour ça que j'ai fait ce premier film, pour donner la parole à ces scientifiques, puisque ce n'est pas connu du grand public. Les médias ne parlent pas de ça, hein, on le sait. Donc voilà, donc ce film, c'est vraiment, il n'y a que des scientifiques dedans, et il est en gratuit sur YouTube. Et puis ensuite, j'en ai fait un deuxième, Et si la mort n'était qu'un passage, parce qu'en faisant ce livre, j'ai développé, je dirais, toute une connaissance autour du passage. J'ai beaucoup étudié aussi le livre des morts tibétains, Lars Moriendi, qui est le livre des morts chrétiens, catholiques. Et je co-anime des groupes de parole sur le passage depuis 5 ans à Paris. Et voilà, je voulais faire un deuxième film sur comment se préparer au passage. Et puis, j'avais toujours eu envie de faire un film sur l'âme. D'ailleurs, certaines des interviews datent du premier film, comme par exemple Thierry Janssen, Olivier Chambon, Laurent Gounet. Je l'avais interviewé il y a 4 ans. Voilà, Catherine Henry-Plessier, c'était pareil, c'était il y a pas mal de temps. Parce que pour moi, ça apporte, je crois que c'est le grand message du film, hein, c'est que ça apporte une paix intérieure, une joie, une plénitude, du sens, quoi. Il y a un espace en nous qui est un espace de sécurité, de confiance. Je crois qu'Armel le dit très bien dans le film. Voilà, tu appelles ça, je crois, la matrice bienveillante. Alors, on retrouve la matrice bienveillante. Donc, il y a vraiment un espace en nous auquel on peut se relier, on peut apprendre à s'y relier, et qui apporte voilà, cette paix intérieure, cette sécurité, cette confiance, et qui nous envoie des messages et qui nous donne du sens aussi de la direction. Voilà. Ok, donc 3 films, il y en aura un autre ou pas? Alors oui, parce que dans celui-ci que vous venez de voir, je n'ai traité l'âme que dans cette vie terrestre. Et je compte faire un 4e film sur l'âme, l'au-delà et l'invisible, sur lequel j'ai déjà énormément de matière, parce que j'avais évidemment interviewé tout le monde là-dessus. Et puis j'en ai rajouté aussi quelques interviews. Donc voilà, ça sera, mais plutôt pour 2023. D'accord, ouais, c'est pas pour tout de suite. Ok. Non, pas pour tout de suite. Merci Valérie. Catherine, si on continue le tour, est-ce que tu peux en quelques mots nous faire part de ton parcours? Il faut juste que tu allumes ton micro. Bon, on passe à Laurence alors. Laurence. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ton parcours, oui, pardon. et ton activité. Mon parcours, en fait, il commence quand je suis toute petite, comme pour nous tous, mais toute petite, je me suis posé 2 questions qui ont guidé ensuite mon chemin de vie. C'est qui suis-je et quel est ce monde dans lequel je suis née? Et alors aujourd'hui, je suis coach, je fais de l'accompagnement, mais en fait, j'exerce mon métier et je m'implique dans des événements citoyens guidés par ces 2 questions. Et ces 2 questions, la question du qui suis-je, m'ont mené jusqu'à la spiritualité,
et au-delà de la spiritualité, jusqu'à ces espaces curieux qui sont les espaces de la conscience, curieux à nos consciences et à nos visions matérialistes. Et de plus en plus, effectivement, on parle aujourd'hui de l'âme, donc jusqu'à l'âme. Et ma question, c'est comment on intègre ces expériences, ce vécu, et comme le disait Valérie, ce que disent les scientifiques de ce qu'est le réel et de ce qu'est notre réel dans la manière dont nous faisons société ensemble, dont nous travaillons ensemble, dont nous gérons la vie sur la planète ensemble. Donc voilà, ces deux questions avec un cheminement qui conduit effectivement jusqu'à l'âme. Ok, merci Laurence. Alors Catherine, maintenant qu'elle a son micro. Donc Catherine a un parcours dans le domaine médical dans un premier temps jusqu'à une rupture. Voilà, donc moi depuis toute petite, comme Laurence, moi je me suis toujours demandé comment ça marchait la vie. Qu'est-ce qui faisait que les insectes, les arbres, ça poussait, ça grandissait, nous aussi. Et donc, je suis docteur en pharmacie de ma première vie professionnelle parce que c'était à peu près un des rares métiers entendables pour ma famille, formatée et formatante, on va dire. Et puis, tout ça donc j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique à la suite de ça, 18 ans salarié, puis en conseil, en affaires réglementaires et gestion de projet international, jusqu'à la rupture de vie qui a été le 11 septembre 2001, puisque la société qui m'employait devait être financée le 13 septembre par une banque qui était dans les tours new-yorkaises, écroulée le 11. Et donc, je me suis mise à penser, en ayant arrêté de travailler, j'ai fait un bilan professionnel. Et là, on m'a dit que je m'étais trompée de vie, que je devais être psychologue, j'ai failli tomber de ma chaise, et astrologue, j'ai failli pas me relever. Voilà, donc à ce jour, je fais les deux. J'aide les gens à trouver leur raison d'être, à dénouer les causes des blocages, surtout dans l'invisible. Je fais des régressions, etc. Et je fais des bilans, de l'accompagnement, de la formation en énergie, santé, qualité de vie pour les organisations et les personnes. L'idée, c'est d'aligner corps, esprit, émotion, énergie au service de notre âme. Et à partir de là, comment ça se passe justement pour être bien, enfin, en bien et heureux, en bonne santé dans sa vie et interagir avec les autres, que ce soit au travail ou à la maison. Ok, merci. Armelle, ensuite. Oui, bonsoir Rémi, bonsoir tout le monde. Donc moi, mon chemin de vie a complètement changé quand mon fils est décédé il y a 20 ans. Donc j'avais un petit garçon de bientôt 14 mois qui est décédé en 5 jours brutalement alors qu'il était en pleine santé et c'était 10 jours après avoir fait ses vaccins. Et, et donc, vous pouvez imaginer que ça a complètement transformé, voire bouleversé ma vie. Et en fait, dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à entendre ma petite voix intérieure, comme on l'appelle, mais qu'on peut tout à fait appeler la voix de notre âme, en fait. Enfin, la voix de la mienne, en tout cas. Et ça a complètement changé ma façon de vivre parce que j'ai entendu 3 choses qui n'étaient pas du tout habituelles. Et puis surtout, on parle toujours de notre voix intérieure comme étant une petite voix tranquille qui parle tout doucement et qui parle plutôt plus bas que la voix du conditionnement des jugements et du mental conditionné auquel on est habitué. Et là, chez moi, elle parlait super fort en fait. Et donc, ça m'a dit 3 choses. Ça m'a dit cette vie-là n'est pas la tienne, il y en a une autre qui t'attend. Je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et puis ensuite, c'était il y a une femme qui sommeille en toi qui ne demande qu'à émerger. Je comprenais plus ou moins, mais ça ne faisait aucun sens parce que j'étais absolument pas sur un chemin. Puis j'étais devenue plus femme par la grossesse et la naissance de mon fils et le fait de devenir maman. Mais voilà, j'étais pas dans une recherche, j'étais pas du tout dans une démarche, donc je comprenais pas trop. Puis la 3e phrase, ça a été si tu restes, tu vas mourir. Et ça, j'ai évidemment bien compris et j'ai pu tout à fait raisonner parce que le papa de mon fils à l'époque vivait un deuil complètement différent du mien. Il voulait un 2e enfant. Moi, j'étais bien loin de là. Et donc là, j'ai senti que c'était vraiment le coup près qui tombait. Et c'était maintenant, il y a autre chose, quoi. Il faut que tu partes. Et donc, j'ai suivi cette voie et ça fait 20 ans maintenant que je vis en écoutant la voix de mon âme. Comme je dis, en vivant d'inspiration plutôt que d'obligation. Et donc, j'ai complètement transformé ma vie dans cette écoute.
puisque j'ai aussi, je me suis mise à entendre mon fils aussi, mon fils qui était présent, qui me parlait, je lui parlais. À chaque fois que je doutais, j'étais confuse, j'étais hyper perdue, triste et je pensais que j'allais pas me relever, je lui parlais et puis il y avait toujours quelque chose qui se passait, je sentais toujours une douceur au moins dans mon cœur au départ et puis la plupart du temps même des réponses. Et puis un jour, il est apparu comme être de lumière au pied de mon lit en fait et il m'a dit Maman, je veux que tu ris comme avant. Et c'était une expérience vraiment troublante. Et c'est vrai qu'en fait, moi, quand j'étais petite, déjà, je parlais avec ma marraine qui était décédée, je parlais avec mon oncle qui était décédé, je parlais avec Jésus comme si c'était mon meilleur pote. Donc, j'ai comme toujours eu un contact quand même avec les personnes décédées. Et c'est vraiment à la mort de mon fils, en fait, que je me suis ouverte à ça et que je me suis rendu compte que il y avait... j'étais habitée de ça, en fait. Et donc, c'est vrai que dans les années qui ont suivi, dans mon chemin qui a complètement été transformé de réflexologue à thérapeute, à thérapie psychocorporelle, à soins chamaniques, et puis finalement enseignante spirituelle où aujourd'hui j'enseigne l'éveil à sa vraie nature et de se reconnecter avec son âme et vraiment d'écouter et de vivre en écoutant la voix de son âme et puis aussi de vivre en conscience au quotidien. J'ai aussi créé une danse qui invite à se mettre à l'écoute. Donc, tout à l'écoute du mouvement naturel de la vie. Donc tout pour moi aujourd'hui est vraiment basé sur l'écoute de ce mouvement naturel et se réaligner à l'être et se réaligner à ce mouvement naturel en fait. Et donc voilà, il s'est passé des tas et des tas de choses, mais je fais au plus bref. Alors, juste, est-ce que tu peux préciser quelque chose? Parce que tu as dit, si tu restes, tu meurs. Ça voulait dire quoi? Si tu restes où? Si tu restes Je avec reste ton mari, dans tout. dans Oui, ta dans vie tout. d'avant, Dans tout. c'était quoi? C'était D'accord. dans tout. Et Donc, j'ai tout c'était quitté. un appel à un changement Radical. radical. D'accord. Oui, c'est ça. J'ai quitté le papa de mon fils, j'ai quitté notre appartement, j'ai quitté mon boulot. J'ai absolument tout changé dans ma vie, en fait. Et puis vraiment, en écoutant mon fils, le fait de rester connecté avec son âme, comme l'expliquait bien Valérie, le fait de rester connecté avec son âme, qui pour moi est vraiment aussi l'être, ça m'a reconnecté au mien. Donc, ça m'a vraiment emmené sur un chemin spirituel que moi, de mon plein gré, j'aurais pas pris. On peut jamais savoir, évidemment, mais de mon plein gré, en toute conscience comme ça, c'était pas du tout la route à laquelle je me destinais. Donc, c'est vrai, ça a été vraiment un revirement à OK. 360 degrés pour le coup. OK, donc merci Armel. Donc je reprécise pour tout le monde que vous pouvez poser des questions en cliquant sur la petite bulle de la barre Zoom qui s'appelle discussion. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir et vous tapez les questions en bas et puis vous faites Enter de façon à ce qu'elles apparaissent et puis je les reprendrai. Alors une question pour toutes les quatre. Le sentiment que j'ai en vous entendant et puis en entendant beaucoup d'autres expériences, c'est que très souvent, ce changement de vie, il apparaît dans l'épreuve. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il y a beaucoup de mal à se faire dans des transitions en douceur, au fil de l'eau. Qu'en pensez-vous? Valérie? Oui. Non, mais toi, c'est au travers du décès de ton père, la perte d'un enfant, la perte d'un boulot, d'un statut, d'une vie sociale chez Catherine, peut-être chez Laurence un peu plus progressif, mais très Je peux souvent, c'est t'aider ça quand même. mais je dirais que même avant, ce qui m'a amené à me connecter à mon âme et à m'intéresser à la spiritualité, c'est un problème physique en fait. J'avais un grave problème de genou, un genou multi-opéré qu'on n'arrivait plus à soigner. Et j'avais des douleurs quotidiennes, j'avais du mal à marcher, je devenais handicapée. Cette histoire a duré 3 ans sans que vraiment j'étais à une étape où je me disais je vais devenir handicapée. Et une amie m'a traînée chez une magnétiseuse. Pour moi, c'était des charlatans, donc je ne croyais pas du tout. Et cette femme m'a enlevé toutes mes douleurs et m'a dit, êtes-vous croyante? Je lui ai dit non, pas du tout. Et elle m'a dit, mais là, je viens de réparer les corps énergétiques, hein, donc, parce qu'elle a imposé ses mains sans toucher mon genou. Et vous aviez une cassure dans le corps énergétique. Les corps énergétiques, c'est l'âme. Donc peut-être ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est pour que vous commenciez à vous occuper de votre âme. J'avais 30 ans. Voilà, donc mon premier contact avec l'invisible, c'est ça, en fait. Donc, c'est un problème physique. Là aussi, c'est une épreuve. Pour moi, ça a été quand même une épreuve. Sur ce point-là, Catherine, est-ce
que tu... Moi, en fait, toute petite, j'entendais des voix à 3 ans. Je croyais que c'était mon père qui me parlait. Je disais, hein, qu'est-ce que tu as dit? Il me dit, maintenant tu entends des voix, tu m'inquiètes beaucoup. Après, vers 8 ans, j'ai fait des rêves. Je peux dire maintenant que j'ai vu mes guides, mais quand j'en ai parlé à ma mère, ça se présentait comme un cauchemar, hein, pour moi. Elle m'a dit, oh là là, tu m'inquiètes beaucoup, beaucoup avec tes révélations. Donc, j'ai dit, OK, je suis folle, donc je vais me taire, hein, et pourvu que personne ne s'en aperçoive. Voilà, et donc j'ai grandi en mettant un gros mouchoir là-dessus, en me demandant comment ça se faisait que les gens me disaient des choses et que je sentais autre chose. Et puis, c'est pour ça que j'ai fait du réglementaire, parce que c'est très, très confortable de lire des textes de loi. Mais en fait, mon intuition, elle fonctionnait toujours. Et en effet, il a fallu que toutes les routes de traverse et de travers par rapport à ma vie étaient complètement bloquées pour que j'accepte de sortir du formatage ambiant qu'on apprend à l'école et me renseigner sur autre chose, puisque je ne pouvais plus rien faire. J'étais bloquée tant dans ma vie perso que relationnelle, que amicale et professionnelle, j'en parle même pas, et même financière. Mais dans ce que vous observez, aussi bien Catherine, Laurence et Armelle, puisque vous recevez des personnes, j'imagine que la majorité des personnes qui sont en quête et en recherche, elles arrivent avec des expériences ou des moments de vie, en tout cas, qui sont peut-être pas faciles. J'ai envie de faire, Rémi, deux réponses à ta question. La première, oui, il y a toujours une difficulté, une rupture, quelque chose dans notre vie qui va tout d'un coup nous réveiller, nous amener à changer de chemin, de désir, d'envie de chemin. Et il y a une douleur. Moi, ma douleur, c'était il y a 36 ans, il y a plus de 20 ans, lorsque j'ai fait pas une NDE, mais une OBE, une sortie hors du corps, et que je me suis retrouvée dans la lumière. Et cette expérience de la conscience, de la lumière, a réveillé toute ma dimension spirituelle qui existait depuis que j'étais petite, mais que j'avais progressivement oubliée. Et cette OBE était liée à un chagrin d'amour. Alors, il y a pire comme rupture, mais un chagrin d'amour, ça peut être très douloureux. Et j'ai eu cette déchirure. C'est comme si, oui, dans notre système de croyance, dans notre système énergétique, il y avait une déchirure, il y avait une douleur. Et cette douleur va prendre différentes formes, comme une douleur physique, comme malheureusement le décès d'un proche, ou comme pour moi une histoire d'amour. Ça peut être aussi un changement professionnel. Donc oui, mais c'est comme si les énergies, la vie, nous amenaient à changer de route, quoi. Et à un moment donné, il faut un peu forcer. Donc oui, c'est que tout se passe comme s'il y avait toujours douleur. Et l'autre, et effectivement, cette prise de conscience, elle est douloureuse. L'autre partie de réponse rapide que j'ai envie de faire, Rémi, c'est qu'en ce moment, il se passe quelque chose quand même. Il y a une ouverture des énergies, il y a une ouverture de nos consciences et de nos âmes qui passe par des prises de conscience qui peuvent être moins douloureuses. C'est comme si l'ouverture était progressivement plus facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur, ça ne veut pas dire que ces déchirures ne sont peut-être pas toujours nécessaires, mais c'est comme si les choses se passaient autrement. Et je vais le dire moi-même autrement, c'est comme si on sortait de la croyance que pour s'éveiller à nous-mêmes, pour s'éveiller à notre propre conscience et s'éveiller à notre âme, il fallait passer systématiquement par la douleur. C'est comme si, et je crois en plus que c'est ce que nous sommes en train de faire, on est en train de se libérer de cette croyance-là et de se donner l'autorisation d'explorer notre âme, ça ne veut pas dire toujours confortablement, parce que celles et ceux qui sont sur le chemin savent qu'on est dans une machine à laver très souvent, tellement ça tourne, mais sans rupture forte, comme si les ruptures fortes n'étaient pas forcément obligatoires tout de même. Voilà, les deux volets de ma réponse. Voilà, et est-ce que... Oui, vas-y, Armelle, pardon. Oui, j'aimerais peut-être donner mon point de vue, une explication énergétique aussi, parce que ce qui se passe, c'est qu'on grandit justement en étant conditionné. Et énergétiquement, en fait, tout est énergie. On est énergie, l'univers entier est énergie avant qu'il y ait de la matière. Donc, tout est énergie. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'en grandissant, on va de plus en plus nouer l'énergie au travers des conditionnements, au travers de l'identité qu'on se forme, au travers de comment on doit se comporter, de comment ce qu'on attend de nous dans la société. Et plus les traumas, les blessures qu'on va rencontrer, ce qu'on va rencontrer dans notre chemin, ça va en fait faire en sorte que l'énergie soit nouée, qu'elle soit vraiment solide. Et donc,
forcément, pour qu'elle se libère, ça va être plus difficile que si elle était juste ouverte, enfin libérée, fluide tout le temps. Donc, si on apprenait dès le plus jeune âge à écouter notre âme, si dès le plus jeune âge, on nous enseignait en effet qu'on a un GPS absolument fabuleux, dont on a été, qu'on a mis en nous, et si on écoute cette petite voix à chaque instant, ben, la vie est beaucoup plus fluide et beaucoup plus légère et joyeuse, et bien alors le chemin est super facile, évidemment, parce que ben voilà, moi, c'est ce que je vis depuis des années et c'est complètement différent. Mais c'est pas ça qu'on nous enseigne. On nous enseigne à être conditionné, à se conformer, à être comme les autres, exactement comme Catherine parlait quand elle parlait de son chemin. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand l'énergie est trop nouée et qu'on n'entend plus la voix de notre âme et qu'on ne la suit pas du coup, parce qu'enfant, on est quand même assez connecté à ça, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il faut absolument qu'il y ait quelque chose comme un crash qui vienne désolidifier ce qui est solidifié pour permettre à l'énergie de se libérer et du coup de retrouver son flow et son mouvement naturel. Et c'est ça qui fait qu'en fait, on doit entre guillemets, passer par des événements difficiles parce que l'énergie est trop solidifiée et qu'on n'écoute plus. Mais si on se remet à écouter naturellement, parce que moi je connais quelques personnes qui n'ont pas vécu ça, qui n'ont pas dû vivre, et ce n'est pas la majeure partie en effet, qui n'ont pas dû vivre d'événements traumatiques ou dramatiques dans leur vie, parce que leur vie a été plus ou moins comme ça. Ils se sont écoutés plus ou moins toute leur vie. Ils ont toujours suivi un peu le chemin qu'ils voulaient. Et du coup, quelque part, cet éveil ou ces retrouvailles avec eux-mêmes se sont faits naturellement. Mais c'est pas, évidemment, c'est pas l'expérience la plus courante en tout cas. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois par rapport à ce qu'on vit, c'est que justement, parce que le niveau de conscience, c'est déjà élevé. On est déjà nombreux à vivre l'éveil et à s'être éveillé. Du coup, l'énergie est déjà beaucoup plus fluide qu'auparavant. Donc, on n'a plus besoin que ça se coule. Et en même temps, je peux dire qu'au niveau mondial et global, on est vraiment dans la grosse secouée, là. On est bien brassé de tous les côtés, comme on dit au Québec. Et on est dans quelque chose qui est absolument très noué, justement. On le voit au niveau sociétal au lieu de le voir au niveau individuel, qui est justement très solide. Et on arrive comme à la fin d'un système de fonctionnement sociétal. Et c'est ça qui fait tout ce qu'on traverse aujourd'hui, selon moi, et qui fait que c'est si difficile et douloureux et qu'on est aussi dans des gros nœuds avec l'impression de limite dictature ou de perdre nos libertés ou de ne plus avoir la vie comme on avait avant. Mais c'est vraiment une transition, c'est comme dans tous ces moments, c'est important de lâcher, de faire le deuil et puis d'aller de l'avant parce que l'énergie appelle à ça en fait. Ok. Merci. Oui, ce que je me dis effectivement, c'est que la question de la rupture ou de la difficulté, elle arrive parce qu'on n'a pas su entendre ou être à l'écoute, être à l'écoute suffisamment tôt avant. Et puis, enfin, on le voit très bien dans les processus d'évolution. Enfin, je parle de mon cas, oui, j'aurais peut-être bien aimé faire ça, mais non, les études, on se conforme. Et puis finalement, on ne fait pas ce qui nous attire. On va rechercher la sécurité, l'image, etc. Et puis, il y a un moment où ça ne va plus, quoi. Alors, je vais reprendre un peu les questions. Alors, une question, je ne sais pas si c'est une question, concernant la manifestation physique possible de notre âme. Donc, c'est Anne-Laure. Alors, je ne sais pas comment vous le comprenez ou qui veut prendre la question. La manifestation physique de notre âme, ce n'est pas une manifestation extérieure, hein, c'est plutôt une connexion intérieure, mais je ne veux pas… qui veut… Valérie, avec toutes les personnes que tu as interviewées, est-ce que l'âme, elle a une manifestation physique ou comment tu perçois ça? C'est vraiment un ressenti intérieur. Dans le film, tout le monde parle… par exemple, Armelle, tout à l'heure, tu as utilisé le mot être, c'est-à-dire que chacun a son mot, que ce soit le mot conscience, âme, le soi, l'être, l'essence, l'esprit, quel que soit le mot qu'on utilise, tous évoquent la même sensation intérieure de joie, de paix, de fluidité intérieure, en fait, de sécurité, de confiance, c'est-à-dire on se relie à son âme intérieurement. Et donc, ce n'est pas là, hein, c'est plus au niveau ventral, au niveau du corps. Et on se sent en sécurité, en fait. On est ancré dans quelque chose qui est bienveillant, qui est doux. Et quelles que soient les circonstances extérieures.
et qui nous envoie des messages, qui peut nous envoyer des messages. C'est pas toujours évident, mais en tout cas, il y a tout un côté intuitif qui se révèle. Donc, les manifestations, elles sont vraiment intérieures. Ok, merci. Si il y en a qui veulent ajouter quelque chose, n'hésitez pas, hein. Émilie qui vous demande, êtes-vous en conscience ou dans votre, enfin, êtes-vous en conscience dans votre âme en permanence? Voilà. Ou est-ce que c'est des allers-retours? Est-ce que c'est un hocher? Est-ce que c'est une vague? Comment ça se passe? On peut pas être tout le temps dedans. Non, c'est évident, c'est dans la journée, on se connecte. Et parfois, on n'arrive pas à se connecter parce que comme c'est énergétique, c'est pas toujours facile, hein. C'est pour ça qu'il y a des pratiques qui nous permettent de se reconnecter. C'est-à-dire qu'on reprend la conscience on se relie en fait, on ressent à nouveau cette paix. Mais parfois, je sais qu'au début, personnellement, ça pouvait m'arriver pendant des jours, voire des semaines, de pas du tout ressentir de paix intérieure. Donc je me disais, je suis pas du tout reliée à mon âme. Hmm. Laurence, tu veux dire quelque Oui, chose? oui, je dirais comme Valérie. Alors, je vais parler de mon expérience à moi, qui n'est que mon expérience, parce que tout comme c'est un ressenti personnel qui est unique, et on va y mettre les mots qu'on veut, l'expérience que nous faisons de la spiritualité, de la conscience, de l'invisible et de l'âme est très personnelle, même si on va trouver des points communs, notamment ce sentiment de plénitude et de sérénité. Mon expérience à moi, ce n'est que la mienne, et d'expérimenter une forme d'alignement, comme si ma conscience, je prenais conscience que ma conscience s'élargit, et mon travail de vie, mais sur des années, hein, et puis je suis apprentie et j'apprends, et de me connecter toujours à plus grand que moi, comme si je me disais, ok, je fais grandir l'ascenseur, l'ascenseur, l'ascenseur. Je suis à la fois la personne qui est dans l'ascenseur, je suis l'ascenseur et je suis le but de l'ascenseur. Mais le but de l'ascenseur, certains vont l'appeler ma conscience supérieure, d'autres l'esprit, d'autres l'âme. J'aime aujourd'hui l'appeler l'âme. Et je crois que quand on est dans son âme, l'âme, elle est tellement vaste et tellement dans l'indicible. Et être dans son âme, ce n'est plus être sur Terre. En revanche, ce que nous pouvons faire depuis la Terre, c'est effectivement monter dans cet espace et puiser cette sérénité, cet apaisement. Et à minimum, ce que je veille à faire, ce que j'apprends à faire, mais c'est comme une gymnastique personnelle, hein, c'est de garder l'alignement. C'est-à-dire que mon niveau de conscience peut être sur Terre, dans la conscience que je suis alignée à quelque chose qui est juste pour moi-même. Comme si, voilà, c'est ce que j'appelle faire l'expérience de la verticalité. Et c'est ce que l'expérience m'apprend. Et en fait, quand on est dans cet alignement, on peut très rapidement, en méditation, en concentration, expanser sa conscience et atteindre, pas pour y rester, sauf si on veut, mais atteindre des niveaux d'apaisement, des niveaux spirituels de soi-même qui se rapprochent de notre âme. Donc voilà, c'est comme un va-et-vient, et je crois beaucoup, alors je ne sais pas, au bienfait de cette verticalité, mais je dis ça parce que c'est mon expérience et c'est comme ça que je me raconte le chemin intérieur. Oui, puisque ce vécu rapide, peut-être pendant une méditation, ben, c'est quelque chose qui s'installe et puis qui après peut durer la journée ou pendant Absolument. plusieurs jours. Et puis après, ça s'effiloche et puis il faut recommencer, etc. C'est une quête perpétuelle. Donc j'ai Hiro qui nous dit nos enfants, jeunes adultes de 40 ans restent très fermés aux révélations de ce film. Comment les aider à s'ouvrir à l'existence de leur âme? Alors, il n'y a pas que les jeunes adultes, hein, il y a aussi des adultes et puis des plus jeunes qui ne sont pas forcément. Mais donc, par rapport à l'âge, est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus? Peut-être que Hiro, donc, si c'est le père de ces enfants-là, il a peut-être eu un cheminement lui-même. Qu'est-ce que vous pouvez dire, en tout cas, de la jeunesse actuelle? Armelle parlait de la conscience qui est la conscience qui est plus accessible aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je pense que c'est assez individuel. Je pense qu'il y a énormément, en effet, de jeunes aujourd'hui ou d'enfants qui sont vraiment connectés, et puis on peut le voir. On peut le voir aussi dans les difficultés qu'ils rencontrent
à se conformer à la société. Et pour moi, il y a beaucoup d'enfants qu'on dit à problème ou avec des difficultés qui sont en fait des enfants qui sont déjà très conscients et pas mal éveillés en fait. Et c'est la société qui devrait évoluer, mais c'est eux qu'on essaye de faire changer pour qu'ils se conforment à une société qui est obsolète en fait. Donc ça, je trouve ça intéressant. Mais ce que je voulais répondre à Hiro, c'est vraiment pour moi la meilleure façon de convaincre ou de parler de quelque chose, c'est d'être la démonstration de ce quelque chose. Si je vis pleinement l'être, si je vis pleinement la joie, si je vis pleinement cette connexion, si je suis à l'écoute et si moi, mes choix sont faits en conscience et que mes valeurs sont alignées, que je suis dans cet alignement au plus possible, eh bien forcément, ça se rayonne et ça se sent autour. Et donc, c'est les gens qui viennent naturellement dire, mais tu as quelque chose de pas comme les autres, toi, et qui viennent poser des questions. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on veut convaincre quelqu'un, c'est que soi-même, on n'est pas vraiment convaincu et que peut-être il est plus important de soi-même véritablement pratiquer pour intensifier l'expérience, juste comme tu le disais, c'est pratiquer, pratiquer et pratiquer, parce qu'en effet, moi, je pense vraiment, et de mon expérience, c'est comme ça, il y a une paix qui peut s'installer, qui est là quoi qu'il arrive. Et donc, c'est tout à fait possible, mais c'est dans la pratique que ça se fait. Et plus la pratique est présente, évidemment, et plus ça va se ressentir autour, parce que on le sent quand quelqu'un est vraiment présent, on le sent quand quelqu'un est dans une joie, il y a un apaisement qui est là, on sent que la personne, elle dégage une certaine vibration. Ça nous est déjà tous arrivé de rentrer quelque part et de rencontrer quelqu'un pour la première fois et de se dire « Ah, c'est chouette d'être en présence de cette personne » ou « Ah, j'ai bien aimé rencontrer cette personne-là » et à l'opposé aussi. Et donc, pour moi, c'est vraiment une question de démontrer les choses et pas d'essayer de convaincre, en fait. D'être l'exemple même. D'être la preuve soi-même. La preuve vivante, oui, exactement. Et après, de toute façon, je pense véritablement qu'avec des mots très simples, quel que soit l'âge des enfants, il y a la possibilité vraiment de leur parler de ça. Moi, j'en parle avec ma filleule et mon neveu depuis qu'ils ont 12 ou 14 ans. Et voilà, ils savent très bien comment je fonctionne, ils savent ce en quoi je crois. Et donc, on peut avoir des conversations super chouettes, quoi. Même si eux, c'est pas leur chemin de vie. Où ma filleule me dit, mais pourquoi tu dois apprendre aux gens à s'écouter? Je dis, tout le monde n'est pas comme toi. Mais elle, c'est vraiment quelque chose de très naturel, par exemple. Elle n'a pas besoin d'apprendre, même si ses parents ne sont pas là-dedans. Oui, Valérie. Pour répondre à cette question et également à une autre, parce que quelqu'un demandait s'il y a d'autres films. L'âme, c'est le 3e d'une série. Donc, il y a un premier film qui s'appelle « Et si la mort n'existait pas ?» et qui a vraiment été fait pour ceux qui ne sont pas du tout ouverts à ces sujets, parce que ce sont que des scientifiques qui s'expriment. Et pour quelqu'un qui n'est pas du tout ouvert, c'est vrai que ce film L'âme, il est plus pour ceux qui s'intéressent déjà à l'âme. Et pour ceux qui pensent qu'on n'a pas d'âme et qu'il n'y a rien il n'y a pas du tout d'énergie, ou il n'y a rien d'autre que ce qu'on voit, eh bien, peut-être que ce premier film est peut-être le premier film, c'est-à-dire « Et si la mort n'existait pas ?» où on est la science sur ce sujet, permet d'avoir une première ouverture et qui peut être regardable tout à fait par des adolescents, par des jeunes. Voilà. Donc, pour Hiro, c'était la réponse en particulier pour Hiro, mais aussi pour d'autres. Alors, une question Je précise que les liens sont sur mon site, valérieseguin.com. D'accord. Les liens des 3 films. Alors, ensuite, quelqu'un qui nous dit, bon, évidemment, il y a des questions d'actualité. La crise mondiale que nous traversons est-elle une blessure de l'âme pour un éveil mondial? Faudra-t-il aller jusqu'à une grande rupture de notre humanité pour changer notre avenir commun? Est-ce encore temps? Et je n'ai pas le nom de la personne. Mais bon, la question de l'actualité, évidemment, elle se pose. Qui veut essayer un début de réponse? Parce que les réponses sont longues. J'ai touché un petit peu à ça déjà. Moi, je pense véritablement qu'on est dans un éveil global et mondial, enfin, même au-delà, plutôt planétaire. Et que quelque part, comme dans un processus individuel, on voit bien que quand on est en chemin d'éveil spirituel, il y a tout ce qu'on a vécu dans notre vie qui refait surface. Donc, les pires choses comme les meilleures, les traumas qu'on n'a pas rencontrés, les souffrances qu'on n'a pas rencontrées, la noirceur et les ombres aussi en nous, parce que même si on croit qu'on est adorable et fabuleux, on n'est pas toujours, il y a des choses qui sont bien cachées à certains endroits, et c'est intéressant de regarder ça aussi. Et pour moi, on est un.
Donc, tout ce qui se passe au niveau mondial, c'est intéressant d'aller voir aussi tout ce que je vois chez les autres, comment ça m'habite en fait, et dans quelle mesure et à quel endroit. Et pour moi, c'est une véritable invitation, tout ce qu'on vit aujourd'hui, à regarder en soi et à être mais complètement et radicalement honnête par rapport à comment on fonctionne et ce qu'on met au monde par toutes les pensées auxquelles on pense au quotidien. Donc, moi, je dirais un vrai grand oui. Et je pense d'ailleurs que si on a une démarche spirituelle, on traverse beaucoup mieux ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui parce qu'on voit quelque chose de plus vaste et de plus grand. Si on a juste notre perspective terrestre avec le gouvernement, avec ce qui se passe, avec tout ça et la crise, eh bien, on ne voit que ce qu'on dit à la télé et que ce qui est véhiculé par la presse. Et du coup, on peut vivre un grand stress. Et même si on regarde la presse alternative et on a d'autres infos, on peut tout autant vivre un énorme stress. Et ce qui est intéressant, c'est justement si on prend du recul et qu'on revient dans l'espace de notre être, eh bien là, il y a un endroit où la paix est toujours. Et ça, pour moi, c'est vraiment important de se rendre compte que c'est nécessaire pour traverser ce qu'on vit. Ou sinon, le stress est beaucoup trop intense. Ok, merci Armelle. Isabelle qui nous dit « Mon âme me guide dans certains domaines de façon efficace et je ne l'écoute pas dans d'autres. Est-ce explicable ?» Est-ce explicable? Laurence, ça te fait sourire, tu as envie de répondre? Oui, mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des moments où on est connecté et d'autres où on se déconnecte. C'est donc explicable, je ne sais pas, compréhensible et partagé comme expérience, oui. Et voilà, pour moi, ça me ramène à ce travail de centrage et d'alignement que nous avons à faire, si nous le souhaitons, à faire individuellement. Personne ne peut le faire à notre place. C'est est-ce que je décide de faire de mon âme, de mes dimensions supérieures, mon ami, mon allié? Elle n'attend que ça, elle l'est de fait. Hein, et elle ne fait que nous. Nous sommes notre âme. Je dis peu de choses dans le film de Valérie, mais je dis ça, c'est-à-dire que notre âme n'est pas au-dessus, notre âme est notre cœur, notre âme est nous sommes notre âme, sauf que nous n'avons pas conscience d'être notre âme, nous avons juste conscience de notre dimension terrestre dans un champ temporel, mais nous sommes notre âme. Se connecter à son âme, c'est retrouver sa dimension pleine et entière et indicible et encore plus large qu'on ne peut l'imaginer. Donc, est-ce que nous nous autorisons au quotidien, seconde après seconde, à vivre cet être-là que nous sommes, à être cet être et à l'incarner? C'est un choix personnel, c'est une gymnastique, comme on l'a dit, et c'est un choix. Alors, quand on n'a pas l'habitude, ça peut être au début, on parlait d'entraînement, comme arrêter de fumer ou arrêter une addiction, parce que la société matérialiste nous a déconnectés de notre âme. Effectivement, comme le disait Armelle, on n'apprend pas aux enfants que nous sommes cet être plus grand que nous-mêmes, que la conscience que nous avons de nous. Donc, comme on est déconnecté, on a plus l'habitude de la société matérialiste et de la 3D. Hop, on décide qu'effectivement, nous sommes cet être plus grand que la conscience que nous avons de nous-mêmes, et ça demande, voilà, il y a un petit travail qui est un peu de reliance. Mais ceci dit, oui, le chemin spirituel et cet apprentissage, donc d'être connecté des fois et de se sentir déconnecté des fois, c'est un travail d'alignement, il est permanent et en ce moment, ça bouge beaucoup. Alors, je pensais à, est-ce l'âme qui s'exprime? C'est certainement peut-être l'âme du monde et l'âme de l'humanité qui est en crise et qui est en train de faire une mue, ou l'humanité qui fait une mue vers sa propre âme collective. Et plus nous ferons dans ce tumulte actuel, plus nous ferons ce travail de centrage et d'alignement, plus ça devient facile. Parce qu'en fait, ce travail d'alignement, c'est l'endroit où les choses ne bougent pas. C'est l'endroit où nous, on est en paix permanente, quel que soit le climat extérieur, quelles que soient les énergies extérieures. C'est ce que nous dit notre âme. Mais ouais, parce qu'on n'y est pas habitué et ou parce que la société nous invite au contraire en ce moment, oui, on peut facilement se décentrer, c'est normal. Ce qui nous permet de mieux nous recentrer. Ok. J'ai envie de rajouter quelque chose par rapport à la temporalité, en fait. C'est vrai que si on vit sa vie à fond la caisse, dans les actions, une action, puis une autre, puis une autre, puis une autre, hein, en faisant des to-do list et en se laissant jamais le temps de se poser, je ne crois pas qu'on puisse accéder aux subtilités de son âme. Parce que pour s'y connecter, il faut pouvoir sentir des
des micro-frissons, des fois des micro-vertiges, des fois… c'est dans le non-faire, en fait, qu'on va entendre ces minimes, ces micro-mouvements, ces nano-mouvements d'un muscle, d'un fascia, que tout à coup, on va peut-être entendre quelqu'un parler dans le loin et puis il y a un mot qui va résonner, ou on regarde un film et puis il y a une image qui résonne, qui n'a pas à voir avec le film mais qui a à voir avec nous. Et donc, je pense que pour se connecter à son âme, il faut être en mode pause. Donc, en ce sens, le confinement a été presque une bénédiction, je pense. Alors, ça nous a tous arrêtés en plein vol en mars 2020, mais du coup, ça nous a forcés à nous poser, hein, c'était le cas de le dire, à réfléchir. Donc, c'est vrai que c'est un peu stressant dans un premier temps. Et puis après, il y a aussi tous ceux qui n'ont pas pu continuer leur activité. Donc, on est obligé de trouver une autre façon de faire. Et il y a deux façons de chercher une autre façon de faire. C'est de chercher justement à l'extérieur, de lire, de courir, voilà. Et puis, l'autre façon, c'est de se poser et de se connecter à son âme, de méditer, de voir ce qui émerge, de quoi on a envie au fond de nous, qu'est-ce qui nous met en joie, et de tenter… l'idée qu'on a, parce que là, pour le coup, personne n'a été formé, n'a eu de reçu de formation pour savoir qu'est-ce qu'on fait en confinement. Donc, il a bien fallu apprendre par nous-mêmes. Et pour moi, c'est ça, la reconnexion à notre âme. Ok, merci. Donc voilà. Juste brièvement pour compléter encore quelque chose par rapport à ça, parce que ça me semble essentiel aussi de comprendre comment l'être humain fonctionne. Et l'être humain fonctionne de façon conditionnée. Donc, quand on a été conditionné toute notre vie à fonctionner d'une certaine façon, où l'enfant déjà très petit se raconte des histoires qui ne sont pas nécessairement vraies, et puis si on vit des traumas, il y a tout ça qui s'additionne dessus aussi. Ce qui fait que dans certains domaines, on peut être très connecté à son âme et vraiment écouter, et puis dans d'autres, on recherche la reconnaissance, ou on va chercher la sécurité, ou on va chercher le besoin d'être aimé, ou on va chercher absolument l'attention de l'autre. Et ça va faire que même si on entend et même si on sent la direction vers laquelle aller, on va être incapable de le suivre parce qu'il y a des besoins plus fondamentaux en fonction de notre histoire qui vont prendre le dessus sur le fait de suivre et d'écouter notre âme. Et c'est vraiment important de comprendre parce que sinon on peut souvent se culpabiliser. Et je trouve qu'il y a énormément de souffrance ajoutée dans le chemin spirituel, justement parce qu'on ne comprend pas nécessairement nos mécanismes et qu'on pense qu'on a un libre arbitre absolument total, ce qui pour moi n'est pas vrai, parce que notre libre arbitre, ses limites, c'est notre conditionnement, la situation et qui on est à cet instant-là. Et évidemment, chaque fois qu'on ne s'écoute pas, si on revient dessus et qu'on apprend de cette fois où on ne s'est pas écouté, ça nous permet de mieux comprendre comment on fonctionne et ce qui nous habite. Et donc, on devient de plus en plus en contact avec son inconscient. Le fait de le mettre en conscience, c'est la première porte du changement pour moi. Et donc là, il y a quelque chose d'autre qui peut se développer. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important pour la personne parce qu'elle parlait d'explication. Et pour moi, c'est vraiment une explication concrète qui fait qu'à certains moments, on peut. Et dans d'autres domaines de la vie, c'est vraiment difficile parce qu'on est trop pris dans nos schémas, en fait, et dans nos conditionnements. Ok, merci. Donc Chantal qui nous dit, et si la douleur, le bouleversement que nous ressentons, que nous vivons ou avons vécu était justement le commencement d'une délivrance, d'une ouverture, le chemin indispensable. Donc là, c'est une remarque qui vient sur un sujet qu'on a abordé il y a une dizaine de minutes, un sujet un peu nouveau. Y a-t-il un endroit physique dans notre corps où l'on peut sentir notre âme? J'ai entendu dans le ventre, dans le cœur, le sacrum. Donc là, il y a peut-être une confusion. L'âme, elle n'est pas forcément, enfin, je vous laisse répondre, mais elle n'est pas localisée spécifiquement dans le corps, quoi, à un endroit donné. Oui, moi là où j'entends, c'est là, moi. C'est pas dans mon corps que j'entends. Ouais. J'ai une certitude totale. Je sais, en fait. Soit il peut de temps en temps y avoir un ressenti physique, comme le disait Valérie, c'est-à-dire par exemple un pétillement ou une douceur qui se passe quelque part dans le corps. Mais si j'entends, pour moi, j'entends là-bas en haut. Donc, pour chaque personne, je pense que ça peut être différent et ça dépend un peu de nouveau de comment on fonctionne et puis de notre individuation, en fait, tout simplement. Ok. Hiro qui nous dit donc un très grand merci à tous, à Valérie, à tous ceux qui sont exprimés dans le film. Marine, deux questions. Peut-on aider quelqu'un à se reconnecter à son âme? Est-ce son chemin d'expérimenter cette déconnexion ou bien a-t-elle besoin d'être accompagnée car elle a certaines entraves?
Et deuxième question, comment savoir lorsque l'on est confronté à des blocages, il s'agit de l'ego, du mental qui parle, qui fait ressurgir des peurs, ou bien si c'est notre âme qui nous informe que l'on n'est pas sur le bon chemin. Bon, il y aura une question bonus, mais on va déjà prendre ces deux-là. Peut-on aider quelqu'un à se reconnecter? Là, vous êtes toutes les trois concernées. Moi, j'ai envie de parler de mon cas, en effet, hein, parce que, en fait, j'avais vécu une expérience de mort imminente bébé. Donc, évidemment, je ne me rappelais pas du tout, puisque j'ai été dissociée toute ma vie jusqu'en 2008. Et donc, quand on me disait « t'es dissociée », je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Moyennant quoi, j'avais une intuition qui marchait énormément, mais apparemment, je n'étais pas très présente, en fait. Et donc, il s'est trouvé que justement, en cherchant comment être heureuse alors que je ne l'étais pas, alors sur le papier, j'avais tout pour, mais je ne me sentais pas heureuse, j'ai testé plein d'approches. Et puis un jour, j'ai fait un stage de respiration holotropique, mais ça aurait pu être autre chose. Hein. C'est pas cette approche-là. À ce moment-là, c'était ça dont il me fallait. Et là, j'ai vraiment vécu en conscience l'intégration de mon âme dans mon corps. C'était vraiment très émouvant. Donc maintenant, l'avantage que j'ai, c'est que je peux me dissocier sur commande et réintégrer mon corps. Donc, forcément, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui sont dissociées à un certain endroit. Alors, ça peut être tout ou partiellement. Et en effet, là, pour le coup, il n'y a pas de médicament qui marche. Hein, et je peux aller récupérer. Alors, comme dit Armelle, c'est vrai que c'est là, parce que pour moi, quand je vais récupérer les Bouddhas, ils sont à droite, à gauche, comme un kaléidoscope ou comme un miroir qui est explosé sur plusieurs plans. Donc, oui, on peut retrouver la connexion à son âme. Et je pense qu'il faut se faire aider, en effet. C'est mon expérience. Une réflexion, Laurence, Armelle, là-dessus? Sur la question sur les blocages, c'est une belle question et elle est touchante et je crois qu'elle nous concerne tous sur le chemin de rencontre à soi-même, de rencontre avec soi-même, le chemin initiatique, le chemin d'éveil, le chemin spirituel, on l'appellera comme on veut, et quel que soit son degré d'avancement, parce qu'en fait, personne n'est plus avancé qu'une autre personne, on a juste l'avancement qui est le nôtre par rapport à nous-mêmes. Mais donc, quel que soit, que ça fasse 1 an ou 10 ans qu'on travaille, ou plus, on a ces moments où il faut prendre des décisions et on a l'impression on a l'intuition, il faut prendre une décision, mais en même temps, on hésite et on ne sait pas si c'est la volonté, l'ego, ou si c'est notre âme. Et on a souvent ces moments de test qui nous invitent à quoi? Qui nous invite en fait à accepter quelque chose qui est de l'ordre du doute des humains que nous sommes sur le chemin de vie. Du doute, acceptation et confiance, faire confiance à la vie. Et moi, je vis ça, je rencontre beaucoup de personnes qui sont confrontées, mais est-ce que c'est mon intuition profonde et est-ce que je suis en train d'écouter mon âme ou est-ce que c'est quelque part le pouvoir subtil de mon ego qui est en train de m'orienter vers ça ou ça? Et c'est des moments qui sont, quand c'est sur des gros choix de vie, c'est des moments où on peut vraiment douter, on se dit waouh, mais pourtant j'ai beaucoup travaillé sur moi, mais pourtant je sais me connecter, mais pourtant il y a ces grands points d'interrogation qui émergent. Et là, comment faire? Alors, est-ce qu'on peut aider? Déjà, il y a le temps. Quand il y a le gros point d'interrogation, s'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il n'y a pas de question. Donc, ce n'est pas la peine de se poser la question, laissez le temps faire et la réponse pourra émerger. Et si on est dans l'apaisement, la réponse, elle viendra des belles dimensions de nous-mêmes. On peut faire ça et ou se faire aider par quelqu'un qui sera une personne de confiance, qui travaillera sur l'âme ou qui travaillera seulement sur nos émotions ou qui travaillera seulement sur notre dimension physique ou seulement sur notre dimension cognitive. En fait, c'est peu importe parce que tous ces fils de nous-mêmes sont liés. Quelqu'un qui va nous aider à y voir clair à un endroit où on ne sait pas bien quelle est la partie de nous qui parle. Et on a ça sur nos chemins de vie, on a ça. Comment je résous ça maintenant? Il m'arrive de consulter et de demander. Et je me dis, bon, si je n'ai pas la réponse, c'est qu'il n'y a pas de question. Donc, je vais accepter que la vie fasse son chemin et que l'eau coule. Et à ce moment-là, et très souvent, on s'aperçoit qu'en fait, les questions, elles se résolvent d'elles-mêmes. Mais voilà, donc je trouve cette question très, très touchante et pleine d'amour pour nous-mêmes. Et je la trouve, en tout cas pour ce qui me concerne, très partagée par nous. Ok, merci. Une question supplémentaire, donc toujours de la même personne, hein, de Marine, au sujet des familles d'âmes.
C'était sa question bonus sur le sentiment de familiarité que l'on peut ressentir avec certaines personnes. Bon, là, c'est bien le mot âme qui est utilisé, mais ça fait appel peut-être à un sujet encore plus vaste. Une réflexion, ça inspire quelqu'un? Non? Bon, les familles d'âme, alors ça va dépendre du fait que l'on croit ou pas à la réincarnation et au fait qu'on peut avoir des vécus. Je rappelle juste que c'est au concile de Nicée en 320 et quelques que l'Église, la curie romaine a statué sur le fait que la réincarnation n'existait pas, enfin que c'était une fadaise. Et le vote s'est fait à une voix près. Hein, et donc, on est 1700 ans plus tard, et peut-être que la question mériterait d'être Je veux bien. revue. Oui, Laurence. Oui, dans cette histoire d'esprit, de conscience et d'âme, il y a le fait que, parce que là, nous parlons et nous posons les questions depuis notre dimension humaine, terrestre, qui essaie de comprendre quelque chose dont on sent bien que cela existe, ou on est convaincu que cela existe, et c'est au-delà. Dans la vision des scientifiques dont parlait Valérie, et dans la vision des traditions spirituelles, il n'y a pas des humains qui essaient de comprendre un monde qui est au-delà. Il y a le monde qui est au-delà et qui s'incarne sur la Terre et qui s'incarne dans cette dimension temporelle. Et après, une fois qu'on est incarné, ben on perd la notion de la réalité, on perd la notion de ce plus grand. Et donc, on regarde à l'envers, en fait. Mais l'idée est de dire la conscience est de tout temps. Notre âme, elle est dans un espace sans temps, dans un espace, pas centané, de 100 temps temporel, le temporel dont parlait Catherine. Voilà. Et ces espaces-là, s'il y a notre âme, ben, il n'y a pas que notre âme, il y a plein d'âmes. Et s'il y a plein d'âmes, ben oui, et qu'il y ait des familles d'âmes, et que certains, j'ai oublié son nom, parlaient de vagues de volontaires qui s'incarnaient. C'est-à-dire qu'il faut regarder le monde à l'envers, autrement. L'idée est de dire, une grande phrase spirituelle, c'est ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. On peut imaginer, c'est une image bien sûr, mais on peut imaginer que tout ce qui existe sur la Terre existe en réalité, pas vu de l'esprit, sur d'autres plans de réalité. Nous existons sur d'autres plans de réalité. Sur Terre, il y a des familles, sur d'autres plans de la réalité, il y a aussi des familles. Et parler de familles d'âmes, effectivement, ce n'est pas une idée New Age. Ces familles d'âmes, on les rencontre. Enfin, quand on se sent appartenir à une famille d'âmes, ben oui, nos dimensions se rencontrent. Et on a le droit, au cours d'une vie, on a le droit de changer d'amis. On ne change pas de famille, mais on peut changer d'amis. On peut se sentir appartenir à de nouvelles familles d'âmes parce que nous-mêmes aurons évolué et on sera en lien avec d'autres niveaux de conscience, avec des âmes qui. Nos âmes, ce n'est pas nos âmes qui sont sur des niveaux de conscience, c'est. On vibre sur des niveaux de conscience différents. Donc oui, c'est-à-dire il faut réhabiliter, c'est important, merci de l'avoir rappelé, d'avoir rappelé ces dates, Rémi. On vit dans un monde réduit. Parler de l'âme nous amène à élargir notre regard, mais pas juste comme ça pour l'élargir. On élargit la réalité. Et élargissant la réalité, on élargit tous les possibles. Ce qui existe en bas existe en haut, les familles existent en bas, les familles existent en haut. Nous sommes ces familles-là, là-haut. Et quand on se rencontre sur Terre, on se dit « Ah, c'est comme si tu faisais partie de ta famille d'âme. » De se reconnaître, quoi. Mais oui, parce qu'on se connaît là-haut. Ok. Donc j'avance un peu parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent. Sébastien qui dit Valérie a dit qu'elle préférait parler d'âme que de conscience. Est-ce là la même chose? Alors, pour moi, oui, c'est la même chose. Enfin, pour moi, c'est ces corps énergétiques qu'on a en nous et donc non matériels et qui continuent à vivre après notre mort. C'est cette part invisible en nous, cette part immatérielle. C'est ce qu'on dit dans le film. Certains l'appellent conscience, d'autres l'âme. Même Olivier Chambon dit la conscience ou l'âme individuelle. Pardon, il dit l'âme ou la conscience individuelle. Excusez-moi. Donc, il y a des personnes qui font la distinction. Personnellement, j'ai choisi de ne pas la faire. Je suis désolée. Je crois qu'il faut que j'aille prendre un verre d'eau. Oui, vas-y. On passe à la question suivante.
Alors, quelqu'un qui nous dit, est-ce que l'on peut nommer un recouvrement d'âme? Alors, il faudrait préciser, Marine, un recouvrement d'âme, c'est quoi? Le fait de se reconnecter? Il faudrait peut-être préciser un petit peu plus bas, enfin, à moins que vous compreniez la question, moi, je la comprends pas très bien. Oui, moi je comprends, en fait, c'est ce Alors, que j'expliquais. En fait, l'âme, quand on peut en perdre des bouts, plus ou moins gros, et en fait, c'est ça, c'est un recouvrement d'âme. Pour moi, c'est d'aller chercher les bouts de son âme perdue et de les recouvrer, de les rattraper, de se d'accord. reconnecter à son âme. Je pense que c'est ça. D'accord, les recouvrer dans le sens de les retrouver. Alors, Hiro qui revient à une question d'actualité, les thérapies géniques actuelles ne sont-elles pas un danger pour l'âme des personnes injectées? Donc ça aussi, c'est un sujet qui veut prendre la question. C'est très compliqué. Moi, je veux bien essayer de répondre un peu, mais je dis un peu parce que je n'ai plus du tout de certitude là-dessus, en fait. Pendant un moment, on était plusieurs, et quand j'ai plusieurs, j'ai presque envie de dire la majorité des thérapeutes, constataient que les gens qui étaient vaccinés avaient du mal à être connectés à leur âme, voire avaient perdu une partie plus ou moins grande de la connexion à leur âme. Et puis là, je dois reconnaître avec humilité que j'ai quelques clients que j'ai depuis quelques mois qui sont en bilan professionnel sans raison d'être et qui sont mais totalement connectés à leur âme alors qu'ils sont vaccinés. Donc, moi, je les ai remerciés. Je leur ai dit, écoutez, merci. C'est pour faire tomber mes certitudes s'il y en avait encore. Et donc, leur intuition marche très bien. Voilà, ils agissent, j'allais dire, comme quelqu'un qui n'est pas vacciné. Enfin, voilà, il n'y a pas de… Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire là-dessus. C'est certain qu'il y a un effet. Après, qu'est-ce qui fait que cet effet se manifeste plus ou moins chez les uns ou les autres? J'en sais rien. Armel. J'ai peut-être envie d'amener un autre point de vue en regardant d'une autre perspective. Enfin, pour moi, en tout cas, ça me semble assez évident qu'on a tous un chemin individualisé. Donc, on pourrait appeler une destinée pour mettre un mot peut-être qui peut être compris par plus de personnes. Et donc, moi, je vois les choses du point de vue où chaque être a choisi de toute façon de s'incarner dans cette histoire de vie-là. Autant moi, mon histoire de vie, elle a été celle de perdre mon fils et plein d'autres choses. Ben, d'autres, ça a été de se vacciner, ça a été de faire ci, de faire là, tous les choix qu'ils ont fait, choix ou non-choix, ou en tout cas ce qui semble être un non-choix. Mais donc, je vois les choses d'un point de vue, enfin, le prendre par l'autre bout, en fait. Si on vient tous ici, de toute façon, avec une histoire qui est déjà là, mais finalement, quand on avance dans ces choix-là, c'était notre destinée de les faire. Donc, quelque part, est-ce que vraiment notre âme nous dit de passer dans une autre direction et finalement d'y aller? Ben non, si on le fait, c'est que c'était exactement ça qui devait se passer. Et donc, pour moi, mais ça fait partie aussi du chemin de l'âme. Ok, merci. Alors, Clotilde qui dit, alors comment savoir à quel praticien se fier quand on cherche à travailler sur son âme? Existe-t-il une liste de professionnels fiables? Point d'interrogation. Et que risque-t-on si on rencontre un praticien véreux? Donc là, c'est question à 1000 balles. Hein. Comment savoir ça, j'ai envie de lui dire qu'elle se fie à son intuition. Les listes, elles n'existent pas. Et est-ce qu'il y a des praticiens véreux? Oui, mais à mon avis, on peut le sentir soi-même. Il faut s'écouter. Enfin, je ne sais pas si vous voulez préciser, hein, mais… Tout à fait, Rémi. Et il est très clair que beaucoup de praticiens sont en chemin aussi, et qui peut-être ils peuvent aider jusqu'à un certain point, mais pas plus, et puis qu'après ça sera un autre. Enfin, ça c'est l'histoire de notre vie. Hein. Et puis, elle peut toujours aussi demander à son âme, justement, de la guider vers la meilleure personne pour elle en fonction de ce qu'elle aimerait rencontrer et ce qui se passe dans sa vie. Parce que de toute façon, ben voilà, notre petite voix, elle répond toujours, quoi. Si on demande, on reçoit. Ok. Il y a peut-être un critère générique pour savoir si on est connecté à son âme ou si ce qu'on fait est sur notre chemin de vie, notre chemin d'âme. C'est normalement, ça nous met en joie. Donc voilà, on rencontre quelqu'un, ça nous fait plaisir, ça nous met en joie. Mais cette joie, c'est une sorte de joie sereine
un peu comme si nos cellules pétillaient comme des bulles de champagne ou comme de l'eau pétillante. Ce n'est pas une joie caricaturale, je veux dire. Et donc, c'est ça, si on arrive si quand on voit quelqu'un, ou quand on est avec quelqu'un, on est bien avec la personne, et quand on a quitté la personne, on est encore bien, voire mieux, bon, a priori, c'est une bonne personne pour nous. C'est valable pour des relations, c'est valable pour un thérapeute, c'est valable pour des situations professionnelles. Et j'ajouterais qu'une personne peut être un bon thérapeute, un bon enseignant, un bon guide spirituel pour quelqu'un et pas pour une autre personne. C'est très personnel, d'où, comme vous l'avez dit, cette importance de s'écouter. De s'écouter. C'est pas parce que ma meilleure amie trouve cette personne géniale que cette personne va être bonne, aidante et va m'accompagner comme j'ai besoin d'être accompagnée. Rencontrer un thérapeute, quelqu'un qui va cheminer avec nous et qui va nous aider à cheminer, c'est une alchimie. Il y a quelque chose d'unique dans la rencontre. Donc, c'est vraiment s'écouter, oui, comme le dit Catherine, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je sens qui est bon pour moi au stade où j'en suis? Et si on sent que c'est bon, c'est que c'est OK. Et même pour compléter ce que tu dis, Laurence, c'est valable même pour nous à un certain moment et plus un autre. Voilà. Ou pas à un certain moment et peut-être plus tard. Donc, c'est vraiment dans l'instant présent. Donc, une autre longue remarque de Chantal qui nous dit « Âme, ouverture du cœur, amour, gratitude, merci pour le don reçu et le don donné. Compassion, pardon, chercher sa vraie nature, être complet et non parfait. Spiritualité, divin, etc. » Toutes ces notions ont été évoquées dans le film. Tous ces signes évoquent le Nouveau Testament et donc des notions et un cheminement décrit depuis bien longtemps. Qu'en pensez-vous ? Ah ben dis donc, vous n'en pensez pas grand-chose. Si. Le Nouveau Testament et d'autres livres sacrés, d'autres livres premiers, d'autres traditions de sagesse, il y a quelque chose d'universel derrière ces mots-là. Et quand alors, je ne suis pas une spécialiste, mais pour m'être intéressée à différentes traditions, l'ouverture du cœur, l'amour, la gratitude, c'est universel, ce sont des fondamentaux. Et donc, qu'on y entre, quelle que soit la religion ou la croyance spirituelle ou son cheminement, c'est ce qu'on va rencontrer à l'arrivée. C'est comme si le chemin, il conduisait à ces mots, et ces mots étaient comme un passage, et derrière le passage, il y avait quelque chose de plus grand qui apparaissait, c'était nous, en fait, plus grand. Mais c'est comme le passage. Et aujourd'hui, pour répondre, je ne veux pas rentrer du tout dans les vaccins, placebo, il y a beaucoup de vérité et surtout de crainte, c'est apaisement par rapport à tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça rejoint une des questions, l'humanité individuellement et collectivement, nous sommes amenés à apprendre à passer par ce passage de l'ouverture du cœur, de l'amour, de la gratitude, de la compassion, donc par le Nouveau Testament et tous les autres enseignements et tout ce qui a été dit sur ce que peut être l'histoire de l'humain qui grandit à lui-même et qui retrouve sa dimension divine. Ça passe par là, voilà. Et alors, c'est des beaux mots, amour, gratitude, compassion, pardon, et on s'aperçoit que le passage, il n'est pas toujours confortable, quoi. C'est des beaux mots, mais il faut les mériter. Et là, c'est comme si on était en train de mériter la magie, l'âme agit, la magie qu'il peut y avoir derrière. Et cette magie, pour moi, elle est sur Terre, elle est juste sur Terre, dans la conscience que nous sommes des êtres immenses et multidimensionnels. Mais voilà, les beaux mots, c'est vrai que ça se mérite. Et on est en train de vivre cette expérience-là, collectivement. Valérie. Et c'est vrai que tous les messages sont des messages qu'on retrouve dans l'Église. Je ne l'ai pas fait exprès, c'est juste que c'est... Moi, je n'ai pas de religion, donc, mais je remarque que pour se relier à son âme, c'est effectivement l'apaisement du mental, l'ouverture du cœur, c'est toutes ces étapes, et puis ces pratiques de respiration, de prière, de gratitude, de pardon, c'est tout ce qu'on retrouve aussi dans l'Église. Et d'ailleurs, le film est projeté dans certains instituts catholiques. Voilà. Moi, je ferai juste une remarque. C'est que dans l'Église, le Sauveur, il est extérieur, il est ésotérique, alors que là, on s'aperçoit que la quête, elle est principalement intérieure, oui. Ce qui n'exclut pas que le Christ ait pu le dire, mais tel que la tradition est vécue aujourd'hui, elle est vécue comme un Sauveur extérieur
à toi, à soi-même. Tout ce dont on est en train de parler là, c'est la quête intérieure. Et le royaume des cieux est à l'intérieur de toi. Exactement. En anglais, d'ailleurs, dans la Bible, c'est traduit, enfin, le mot, c'est à l'intérieur de toi. Et non parmi vous, comme ça l'est en français. Alors, quelqu'un au sujet de ce qu'on disait tout à l'heure, qui disait au sujet des réflexions de Catherine, il y a des personnes vaccinées qui sont complètement connectées. Donc, il y a des placebos dans les lots de vaccins, paraît-il, vu que c'est en phase d'expérimentation. Ceci pourrait expliquer que certains n'ont pas d'effet concernant la déconnexion éventuelle de l'âme. Et quelqu'un qui lui répond, les placebos ne sont jamais administrés au grand public, mais seulement lors de protocoles en milieu médical pour tester un traitement. Ce à quoi je peux répondre de source sûre d'une amie dont le mari est président d'un labo que les placebos sont bien dans le public en ce moment. Donc il y en a aussi, et c'est qui pourrait expliquer qu'il y a des personnes qui aient moins d'effets que d'autres. Et Sophie qui nous dit, c'est ce que disait Audrey Fella dans le film Le voyage est exigeant. Alors c'est vrai que je reprends les questions un petit peu plus tard, donc c'est possible, elles ne sont pas forcément raccordées avec ce qu'on dit. Marine qui dit, là, mais notre meilleur guide, ben oui. Yes, bien dans les lots. Donc ça, c'est Marine. Je ne sais pas, donc ça doit être les placebos qui sont bien dans les lots. Voilà à peu près. Donc, il y avait une autre question par ici que je n'ai pas bien compris, donc sur l'espace question. Comment notre âme peut-elle se morceler? Est-ce dû aux épreuves que l'on traverse? Oui. Oui, ça peut être lié à ça. Je pense que c'est probablement pas les seules raisons parce que je pense que quand on arrive dans une famille où les parents ou les grands-parents ont beaucoup souffert, qui sont eux-mêmes dissociés, c'est très compliqué d'être associé alors que le schéma qu'on a quand on est bébé, qu'on est pris dans les bras et que donc quand on dit on prend d'âme à âme, voilà, on transmet les choses d'âme à âme ici. Peut-être il peut y avoir des gens qui n'ont pas vécu vraiment de drame en direct, mais dont les ancêtres ont pu vivre des drames et qui sont eux-mêmes dissociés. Mais voilà, il faut savoir que ce n'est pas une fatalité et ça se règle. Hein. Mais il faut le vouloir. Par contre, il faut le vouloir. Ok. Armel, Laurence, hein, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Marine qui nous dit gratitude à tous pour vos échanges et de plus en plus sans doute confiance dans la vie, la source grand tout, ce sentiment d'unité et d'amour inconditionnel qui est vibrant. C'est chouette de voir que de plus en plus de personnes, y compris des scientifiques, osent parler de tout cela. Un grand merci vraiment. Sur cette tendance, on dirait que, enfin moi j'ai l'impression effectivement il y en a de plus en plus qui en parlent, il y en a de plus en plus qui s'ouvrent et on dirait que ceux qui n'en parlent pas sont de plus en plus cristallisés. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand je dis cristallisé, crispé quoi. Et quoi enfin... Moi j'ai le sentiment que ça s'ouvre. Il y a une conférence, Christophe Auré, qui est le psychiatre référent sur le deuil en France, a fait une conférence récemment à l'Université de Genève où il a exprimé, il a expliqué tous les phénomènes paranormaux, enfin périmortels autour de la mort. Il a parlé des études sur la conscience qui ne serait pas dans le cerveau. Il a vraiment tout expliqué. Donc, et ça, c'était dans une université. Et la vidéo circule. Ça devient une référence. Donc, en Suisse. J'ai l'impression que ça se délie. Oui, tout à fait. Dans une université en Suisse. Hein, ouais. Les Suisses, non, mais les Suisses sont naturellement beaucoup plus ouverts. Hein. Les médecins suisses travaillent tous avec des naturopathes, des énergéticiens. En France, c'est inconcevable. Mais je crois qu'il refait la même conférence à Nantes prochainement, où il l'a fait début novembre à Nantes. Ok. Moi, ce que j'ai envie de partager, c'est qu'en fait, les histoires d'âme, ça se transmet au-delà des mots, des mots. M-O-T-S. Et d'ailleurs, en Ayurveda, qui veut dire science de la vie pour les Indiens et qui au passage existe depuis 6000 ans pour les personnes et 12 000 ans pour les lieux. Donc, quand on dit je sens une énergie d'un lieu, voilà, ou je le sens bien quand on voit quelqu'un, en fait, il y a des fondements, des fondements maintenant rationnels et scientifiques, ce qui est montré dans le film d'ailleurs. Il faut savoir que la masse critique, c'est 10%. Ça veut dire que
la façon dont on est, nous, connectés à notre âme, on le rayonne autour de nous. Et qu'en fait, s'il y a 10% des personnes dans le monde qui sont connectées à leur âme, voilà, s'il y a 10% des personnes du monde qui sont connectées à leur âme, et ben, le monde entier peut être connecté à son âme par effet de masse critique. Donc, moi, je trouve que ça donne espoir. Et quand on voit qu'on est 200 ce soir ou plus de 200, et ben, voilà, ça veut dire que chacun de nous va inonder 10 personnes. Donc, c'est énorme, hein, qui, à leur tour, vont inonder. Et donc, petit à petit, voilà, ça met de l'eau au moulin, comme on dit, et on rayonne progressivement. Ok, donc Marine, oui, qui nous dit la conférence de Christophe Fauré est disponible en ligne sur le site La mort et si on en parlait, dans la partie vidéothèque. Voilà, bah, écoutez, merci à tous. Il est 22h30, donc ça fait 1h15 là, qu'on est ensemble à échanger, donc n'hésitez pas, hein, s'il y a une ou deux autres questions, on les prendra. Mais en tout cas, on va s'arrêter là. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Claire qui nous dit « Votre film m'a touché au plus profond de mes cellules, telle une caresse à mon âme. » Ah ben voilà, les images de la musique qui dansait autour, des partages de cœur des intervenants. Merci beaucoup, beaucoup de merci qui arrivent. Un petit mot peut-être chacune pour, je ne dis pas conclure, mais pour faire une petite synthèse de cette soirée, de ces remarques et de ces échanges. Valérie, tu commences? Merci à vous trois d'être présentes ce soir et merci au public parce que je trouve que voilà, le public est très actif ce soir, des questions intéressantes et je trouve ça super. Laurence, qui voulait parler, justement. Merci Valérie pour le film et pour le travail que tu réalises à travers ces 3 films et le 4e qui viendra donc en 2023. Mon expérience et ma conviction, je suis toujours très prudente parce que parler de ces sujets-là a quelque chose de très subjectif. On parle de soi quand on parle de ces sujets-là, mais on est de plus en plus nombreux à dire ça. Et quand les scientifiques quantiques nous le disent, si on regarde la réalité autrement, nous créons la réalité avec nos pensées, la manière dont on l'observe. Donc la manière dont je l'observe, et je sais que je ne suis pas la seule, et de dire qu'effectivement, la chape de plomb qui nous empêchait de nous voir tels que nous sommes réellement, connectés à notre âme, est en train de se lever. Alors, c'est comme un accouchement, il y a des contractions. Alors, on a l'impression que ça se ferme plutôt. Oui, mais c'est justement parce que ce passage vers l'amour, c'est un passage. Et mon expérience, c'est de sentir, de ressentir, et j'ai plaisir à le partager ce soir et à le partager, ouais, ici, voilà, et à vous le donner à voir, je ne sais pas, à ressentir. Nous sommes très, très aidés et accompagnés par nos âmes et par les dimensions supérieures de nos âmes et par les êtres qui ne sont pas incarnés pour justement réussir au mieux ce passage, réussir cet accouchement de nous-mêmes. Et c'est une belle lumière, c'est une lumière de douceur, c'est les mots qui étaient dits, c'est d'amour, comme un scintillement lumineux qui est là et qui nous aide. Nous sommes accompagnés, il y a des sages-femmes et des sages-hommes sur la Terre et au-delà de la Terre qui envoient beaucoup, beaucoup de lumière aux âmes parfois aveugles que nous sommes sur la Terre. Laurence, tu veux peut-être parler de la journée que tu co-organises? Merci Valérie. Oui, le 11 décembre, conscience et citoyenneté.org, conscience et citoyenneté.org, toute une journée avec des intervenants remarquables que Valérie a certains par ailleurs interviewés pour parler du rapport entre la conscience et la citoyenneté. Comment tous ces sujets-là, on en fait, parce que ces sujets-là, ils appartiennent à qui? Ils appartiennent à nous tous, ils appartiennent aux citoyens, ce sont des sujets publics. Il est temps de s'en saisir pour voir qu'est-ce qu'on a envie d'en faire de ces sujets-là. Voilà, conscience et citoyenneté, marier les deux et de plus en plus faire que des sujets comme ceux-là nourrissent nos pensées, on parlait de l'école, nourrissent les programmes à l'école, nourrissent la santé, enfin nourrissent la vie que nous vivons sur la Terre. Merci Valérie, ce sera le 11 décembre, conscience et citoyenneté.org. À l'Agora, c'est ça? À l'Agora et surtout en Zoom. On peut le suivre à distance. Ok. Pour continuer le tour, Catherine.
Merci à Valérie et merci à Rémi, tant pour le film que pour avoir organisé cette soirée. Pour moi, à chaque fois que je revois ce film, c'est toujours le même émerveillement. J'invente des mots en plus. Ah oui, qui sont Émerveillement jolis. et éveil. Ouais. Je pense que à chaque fois, ça nous éveille un peu plus. Armel, je t'avais croisé, mais tu étais sur scène et moi dans la salle. Donc, évidemment, je t'avais repéré, mais probablement pas l'inverse. Laurent, je n'avais pas eu l'occasion de te croiser, mais ce que je trouve super, c'est voilà, on ne se connaît pas et je sens cette harmonie entre nous 5 là, et je trouve ça juste génial, quoi. Voilà, c'est ça pour moi la connexion d'âme. C'est on ne se connaît pas et finalement on se retrouve sur le même niveau vibratoire à échanger au-delà des mots, des mots. Ok, merci Catherine. Armel? Oui, j'ai envie de remercier Valérie aussi de nous avoir réunis, d'avoir proposé de faire partie de ce débat ce soir. Et je suis comme Catherine, j'aime toujours voir la grande orchestration de la vie. Et c'est toujours génial de collaborer avec d'autres personnes parce qu'il y a toujours une danse qui se dessine au-delà qu'on se connaisse ou pas, en fait. Et finalement, on rebondit les uns ou les unes sur les autres sur tout ce qui est dit. Et c'est beau de voir le tissage qui se fait naturellement. Et ça rejoint ce que j'avais envie de dire à chacun, c'est simplement, je pense que on est appelé évidemment aujourd'hui à être plus conscient que jamais et à vraiment faire des choix qui sont en lien avec notre âme. Et en même temps, moi, je sens aussi qu'on est beaucoup appelé à être et pas tant que ça à faire. Oui, il y a des actions à poser, mais le plus important, c'est qu'elles viennent de l'être et pas qu'on soit justement dans le faire, dans la peur, dans l'action pour éviter l'angoisse. C'est important de vivre cette transition en se disant c'est OK de ne pas savoir et de pouvoir justement se reconnecter le plus possible dans cet espace de paix quand vraiment on vit des angoisses ou des moments difficiles ou des peurs. Il y a toujours un endroit de paix en nous où on peut revenir se déposer, respirer, se reposer et respirer et puis repartir dans notre endroit. Et aujourd'hui, je pense plus que jamais, c'est vraiment ça qui nous est demandé. Ok. Eh bien, écoutez, merci à toutes. Merci à tous ceux qui étaient là. Je mets fin à l'enregistrement.